As-tu déjà été mise de côté 1 heure avant ce qui devait être le plus beau jour de ta vie? As-tu déjà été cette femme qui croyait être choisie, mais qui a été troquée contre une famille qu'elle n'a jamais vraiment intégrée? Cette histoire ne parle pas d'un mariage. Elle parle d'un abandon doux, d'une humiliation glaciale, offerte avec un sourire. Julia pensait partir en lune de miel. Mais ce qu'elle a reçu, c'est une gifle déguisée en tradition. Elle aurait pu rester. Elle aurait pu se taire. Mais elle a choisi de partir. Seule. Et dans cette solitude imposée, elle a découvert sa propre lumière. Ce récit n'est pas une rupture. C'est un réveil. Un retour à soi. Et il va toucher en toi quelque chose que tu croyais endormi. Beaucoup écoutent nos récits, sans encore faire partie du cercle. Abonne-toi maintenant, active la cloche et reste jusqu'à la fin. Tu dois entendre cette histoire jusqu'au bout. Parce que ce que Julia a vécu pourrait bien être le miroir de ce que tu portes en silence. Il y a des femmes qui naissent déjà avec une lumière particulière, mais que la vie oblige à l'éteindre doucement. Pour convenir, Julia faisait partie de ces âmes douces qu'on apprend à plier avant même qu'elles sachent marcher. Dans une maison pleine de principes et de silence bienveillant, elle grandit entourée d'amour, oui, mais aussi d'exigences invisibles. On lui apprit très tôt à mettre les autres d'abord, à sourire même quand son cœur criait, à dire merci là où elle aurait voulu dire non. Son père, homme droit et discret, lui répétait souvent « Une femme sage garde la maison en paix ». Et Julia, docile, grava cette phrase dans sa poitrine comme un pacte sacré. Sa mère, plus tendre, lui parlait du pardon comme d'un pouvoir caché. « Celles qui savent pardonner guérissent des mondes entiers », murmurait-elle parfois, pendant qu'elle cuisinait. Et quelque part, entre ces deux voix, Julia se construisit dans la nuance, dans l'ombre de ce qu'elle était vraiment. Son frère cadet, Malik, était le seul à la bousculer. Farceur, spontané, rebelle, il défiait les règles. Il l'appelait Sainte Julia, en riant. Mais derrière ce surnom, il y avait une inquiétude sincère. Il voyait bien que sa sœur, même entourée, s'effaçait lentement. Qu'elle choisissait toujours l'harmonie au détriment de ses propres désirs. Mais elle, aveuglée par ce qu'on attendait d'elle, ne comprenait pas encore que renoncer à soi pour plaire est une forme de trahison, féminine. En grandissant, Julia développa une obsession silencieuse pour le mot « famille ». Pour elle, c'était sacré, intouchable. Elle croyait qu'aimer, c'était se taire, qu'être choisie, c'était mériter, et qu'un jour, un homme verrait en elle non seulement une compagne, mais un refuge. Cette vision romantique devint sa boussole, son étoile. Elle n'avait pas encore compris que certaines étoiles mènent à l'abîme. À l'université, elle brillait sans jamais faire d'ombre. Respectée, admirée, mais toujours modeste. Ses professeurs la décrivaient comme une présence apaisante. Ses amis venaient lui confier leurs secrets, mais rares étaient celles qui demandaient « Et toi, Julia, comment tu vas vraiment ?» Et cette absence de regard sur elle devint une habitude. Elle donnait, écoutait, portait, sans jamais recevoir. Mais l'âme, elle, n'oublie pas. Même lorsqu'on l'endort avec des habitudes, des rituels et des obligations. Elle garde en mémoire ce qu'elle est venue chercher dans cette vie. Et pour Julia, cette mémoire allait se réveiller brutalement. Car l'amour tel qu'on lui avait promis allait frapper à sa porte. Mais pas comme un cadeau, plutôt comme un miroir, un test, une illusion. Elle croyait être prête à aimer, à construire, à s'unir. Et lorsque James entra dans sa vie, elle pensa que l'univers lui répondait enfin. Mais elle ne savait pas encore que certaines rencontres ne sont pas là pour combler. Elles sont là pour réveiller, pour briser, pour purifier. Avant James, Julia avait tout fait comme il faut. Pas de scandale, pas de conflit. Elle était le genre de femme que les mères rêvent pour leurs fils. Mais cette perfection, qu'on admire de loin, cache souvent des blessures profondes.
des blessures de ne pas s'être choisi, de s'être oublié pour exister à travers les yeux des autres. Et dans cette histoire, que tu t'apprêtes à entendre, tu verras que l'oubli de soi est une blessure lente, mais mortelle, que le silence accumulé finit toujours par exploser, et que parfois, c'est une simple phrase, un seul geste, qui te ramène à toi. Alors viens, approche, laisse-moi te raconter cette chute douce amère. Et la façon dont une femme, humiliée 1 heure avant sa lune de miel, a trouvé dans la solitude la naissance de sa vraie lumière. L'amour, quand il arrive masqué, ressemble toujours à une réponse divine. James entra dans la vie de Julia comme une promesse. Il n'avait pas l'arrogance de ceux qui séduisent par le bruit. Il était doux, attentif, le genre d'homme qui se souvient du nom de ton chat, de la date du concours de ta sœur, et qui t'écrit un message rien que pour dire « je pense à toi ». Julia, qui avait tant donné sans jamais recevoir, sentit son cœur se détendre. Leur première rencontre eut lieu lors d'un anniversaire. Un ami commun, un jardin illuminé, une musique douce, et ce regard qui, sans trop chercher, semblait l'avoir trouvée. James était curieux d'elle. Il posait des questions vraies. Il voulait savoir ce qu'elle pensait, pas seulement ce qu'elle faisait. Et dans ce regard, Julia crut lire un accueil, une maison pour son âme. Rapidement, les choses prirent forme. Dîner, appel tardif, confidence. Julia découvrait l'intimité, la tendresse, la joie simple d'être choisie. Il la complimentait avec finesse, lui disait qu'elle avait une aura tranquille, une voix qui soigne. Pour elle, élevée dans le don de soi, entendre cela réchauffait des zones d'elle-même qu'elle croyait endormies. Puis vinrent les gestes. Les fleurs sans raison, les surprises le week-end, le café préféré déposé au bureau. Tout en lui semblait vouloir la chérir. Et quand il parla de « nous », quand il évoqua le futur, Julia sentit sa colonne vertébrale vibrer. Elle pensa « cette fois, c'est vrai ». Elle ne savait pas encore que certaines vérités sont des leurs, des leçons déguisées. James l'introduisit rapidement à sa famille, une grande famille, bruyante, présente, aimante en apparence. Ils l'accueillirent comme une perle rare. Sa belle-mère la surnomma « ma précieuse ». Son futur beau-père la couvrait d'histoires et de souvenirs. Les repas de famille devenaient des rituels, des moments d'union. Julia, touchée, se fondait dans cette chaleur. Mais une chaleur trop grande peut parfois brûler sans qu'on s'en rende compte. Ce que Julia ne voyait pas encore, c'était le niveau de fusion entre James et sa famille. Une fusion si serrée qu'elle n'incluait pas l'autre, elle l'absorbait. Et plus elle avançait dans cette relation, plus elle sentait, sans oser le dire, qu'elle était aimée à condition de se fondre. Elle pensait que l'amour, c'était la douceur. Mais l'amour, quand il est mal enraciné, peut devenir une séduction collective. James semblait parfait, tant qu'elle allait dans son sens. Dès qu'elle proposait une idée différente, un voyage sans la famille, une sortie juste pour eux deux, il hésitait, il déviait, et peu à peu, Julia s'effaçait à nouveau, sans le voir. Mais sa blessure intérieure, celle de l'enfant qui cherche à mériter l'amour, prenait le dessus. Elle se disait « ce n'est rien. Je suis chanceuse. Il m'aime. Il m'aime. » Et c'est ainsi que, sans cri ni violence, elle commença à vivre une trahison douce, une forme d'abandon sous les fleurs, une fracture émotionnelle emballée dans des compliments. Et dans cette phase, tout semblait si parfait. Pourtant, quelque chose en elle résistait, un pressentiment flou, un frisson dans la nuque lorsqu'elle devait annuler ses propres projets pour suivre ceux de James. Mais elle ignorait, comme tant de femmes ignorent. Parce que l'amour, quand on n'a pas encore appris à s'aimer soi, devient un piège aux allures de miracle. Mais les miracles mal posés tombent, et Julia ne savait pas encore que le plus grand acte d'amour de sa vie serait celui qu'elle ferait pour elle-même. Il existe une forme de trahison que ne laisse pas de cicatrices visibles. C'est celle qu'on accepte avec le sourire, en se disant que c'est normal. Julia vivait cette forme-là, doucement, lentement. Chaque fois que James annulait un rendez-vous parce que sa mère avait besoin de lui,
Elle hochait la tête, compréhensive. Chaque fois qu'un plan de couple devenait une réunion familiale, elle souriait, effaçant une petite part d'elle-même. Au début, elle appelait cela « l'amour mature », celui qui comprend, celui qui soutient. Mais à force de comprendre l'autre, elle avait cessé de s'écouter. James, sans même le réaliser peut-être, avait placé sa famille au centre de toutes ses décisions. Et Julia, par loyauté, par peur de paraître égoïste, s'était reculée, jusqu'à ne plus voir sa propre place. Les signes étaient là. Mais les femmes fortes, éduquées à supporter, savent très bien comment ignorer ce que leur intuition crie. Un anniversaire oublié, un projet repoussé, une robe achetée pour un dîner romantique, jamais portée, et toujours cette phrase « On fera ça plus tard, promis ». Mais le plus tard ne venait jamais. Ce qui venait toujours, c'était la famille de James. Les préparatifs du mariage amplifièrent cette mécanique invisible. Ce qui devait être une construction à deux devint peu à peu un terrain conquis par les Tavar. La salle, choisie par sa belle-mère. Le menu, ajusté par la sœur. Même la robe, elle dut la défendre. Trop audacieuse, disait-il. Pas notre style. Et James, il souriait. Il fuyait le conflit. Il lui disait qu'elle exagérait. Et c'est peut-être ça, la vraie blessure. Quand l'homme qu'on aime devient un spectateur de notre effacement. Julia se regardait dans le miroir, entre deux essayages, et se reconnaissait de moins en moins. Elle se disait « C'est temporaire. Après le mariage, ça changera. » Mais au fond, une voix murmurait déjà. Et si c'était le vrai visage des choses? Elle se taisait. Elle voulait croire. Elle croyait en l'amour. Elle croyait en l'idée que les sacrifices font partie de la vie à deux. Mais personne ne lui avait appris que le sacrifice constant devient une soumission, et que l'amour ne se construit pas sur des silences obligés. Chaque compromis qu'elle faisait lui arrachait une petite étoile intérieure. Elle ne brillait plus de la même façon. Même ses proches la trouvaient différente, moins spontanée, moins joyeuse. Mais elle souriait, toujours, parce que c'est ce qu'on attendait d'elle. Une future épouse parfaite, calme, aimante, prévisible. Mais son âme, elle, grondait. Dans les rêves, dans les tensions du dos, dans cette fatigue qui ne passait jamais, son corps commençait à parler. Parce que ce que la bouche ne dit pas, le corps finit toujours par exprimer. Et Julia commençait à sentir que quelque chose en elle criait « Reviens à toi ». Et pourtant, elle avançait, vers ce mariage, vers cette union qui brillait en surface mais se craquelait dans les fondations. Car parfois, on préfère ignorer la fissure, plutôt que de renoncer à la maison qu'on a tant rêvé de construire. Mais l'univers, lui, ne laisse jamais une femme se perdre trop longtemps sans lui tendre un miroir. Le jour d'un mariage devrait être un poème, un serment entre deux âmes, une promesse devant la vie. Mais pour Julia, ce jour fut une cérémonie silencieuse de son propre effacement. Dès le matin, elle sentit que quelque chose ne tournait pas rond. Il faisait beau, mais elle avait froid. Les préparatifs s'agitaient autour d'elle, mais elle se sentait étrangère à sa propre joie. Ce n'était pas un mauvais pressentiment. C'était un appel intérieur qu'elle tentait encore d'ignorer. Tout semblait parfait aux yeux des invités. Fleurs, musique, sourires, robes et photos. Mais cette perfection n'était pas la sienne. La décoration parlait de la famille de James. Les choix de menus venaient de sa belle-mère. Même la disposition des invités reflétait un ordre imposé. Et au milieu de tout cela, Julia, magnifique mais absente, jouait le rôle qu'on lui avait écrit. Lorsque les vœux furent échangés, James dit de belles choses. Mais aucune phrase ne semblait avoir été écrite pour elle. C'était comme s'il lisait un discours taillé pour une audience, pas pour une âme. Julia souriait, mais son cœur était ailleurs. Elle se tenait là, comme un fantôme dans une robe blanche. La réception fut bruyante, festive, débordante de rire. Mais tous venaient du même côté. Les Tavares rayonnaient. Ils parlaient fort, s'imposaient, prenaient l'espace. Les parents de Julia, eux, restaient discrets.
presque effacés. Ils comprenaient, sans le dire, que leur fille n'était plus au centre, qu'elle avait été absorbée par un clan. Puis vint le choc. 1 heure avant de partir pour la lune de miel, alors qu'elle rêvait d'intimité, de repos, de découverte à deux, James s'approcha. Il ne semblait pas gêné. Il ne semblait pas conscient. Il lui dit, presque comme une évidence, « Tu comprends, mon amour, on part tous ensemble. Ma mère, ma sœur, mes cousins, on est une famille. » Le silence qui suivit fut plus fort que 1000 cris. Julia le regarda, chercha ses yeux, mais il ne vit rien. Il ne vit ni la blessure, ni l'abandon, ni l'humiliation. Pour lui, c'était normal. Et c'est là qu'elle comprit. Elle avait été invitée dans une famille, mais jamais accueillie comme une égale. Elle avait été choisie pour sa douceur, mais jamais entendue dans sa vérité. Elle sentit sa gorge se nouer. Sa robe semblait soudain trop serrée. Elle pensa à sa mère, à cette phrase qu'elle lui avait dite un jour. « Si un homme te fait te sentir toute petite, c'est qu'il ne sait pas aimer une femme qui brille. » Et ce jour-là, dans un hôtel de luxe, entourée de rires qui ne la concernaient non plus, Julia réalisa qu'elle était seule, officiellement mariée, mais spirituellement quittée. Elle s'éloigna, marcha seule dans les couloirs. Chaque pas résonnait comme un adieu, non pas à James, mais à cette version d'elle-même qui croyait encore qu'aimer, c'est tout accepter. Elle se regarda dans un miroir. Ses yeux brillaient, mais ce n'était pas de tristesse. C'était une étincelle, une fissure de lumière, le début d'un réveil. Et dans ce silence intérieur, elle prit une décision, une qui allait tout changer, pas dans le chaos, mais dans la clarté. Car parfois, c'est en se levant seul qu'on se rend compte qu'on a toujours été debout. Il y a des instants où la femme blessée devient feu, non pas pour brûler les autres, mais pour éclairer enfin son propre chemin. Ce soir-là, Julia ne cria pas. Elle ne supplia pas. Elle ne tenta pas de convaincre James. Elle regarda ses valises et sut que c'était elle qui allait partir. Pas avec lui, pas avec eux, seule. Et cette solitude, qu'on lui imposait comme un rejet, elle décida de la transformer en offrande. Elle changea sa destination, réserva un vol pour Hawaï sans en parler à personne. Elle voulait un endroit où l'eau parle plus fort que les hommes, où le vent nettoie ce que les mots n'ont pas pu. Elle arriva à l'aéroport au petit matin, sans robe blanche, sans alliance. Juste elle, nue dans son essence, prête à se retrouver. Les premiers jours furent étranges. Le silence autour d'elle résonnait comme un vide immense. Elle se réveillait en sursaut, croyant encore entendre la voix de James. Mais peu à peu, son souffle devint plus profond, ses pas plus ancrés. Elle apprit à marcher sans se précipiter, à manger sans surveiller son téléphone, à s'asseoir sans devoir se justifier. Sur la plage, elle découvrit le surf, une activité qu'elle avait toujours rêvé d'essayer, mais que personne n'avait jamais prise au sérieux. Un instructeur local lui dit « L'océan te teste toujours avant de t'accueillir ». Et cette phrase resta gravée en elle. Chaque chute dans l'eau devenait une métaphore, chaque reprise, un acte de renaissance. Entre deux vagues, elle se mit à écrire. Des lettres qu'elle n'enverrait jamais. À James, à elle-même, à la petite fille qu'elle avait été. Elle y déposait ses peurs, ses colères, ses illusions. Elle écrivait pour cicatriser, pour se reconfigurer. Et dans ce flux d'encre et de sel, elle toucha un espace intérieur qu'aucun mariage ne lui aurait permis d'atteindre. Elle s'allongeait sur le sable, regardait le ciel et se demandait « Pourquoi ai-je cru que je devais me réduire pour être aimée ?» Et le vent lui répondait en caressant ses cheveux « Parce qu'on t'a appris à donner, mais pas à recevoir. » Et elle pleurait. Pas de douleur, de soulagement. Dans un petit marché local, elle s'offrit un collier de nacre. Elle le mit autour de son cou comme un symbole. Non pas pour plaire, mais pour se rappeler qu'elle n'était pas une moitié à compléter. Elle était déjà une totalité. Elle avait juste oublié.
Elle rencontra des femmes en voyage, des âmes seules comme elle, et dans leurs échanges, elle vit ses propres fragments. Chacune avait fui quelque chose, et chaque fuite était devenue une liberté. Julia comprit que sa lune de miel solitaire n'était pas une fuite. C'était un retour, à l'essentiel, à elle-même. Un matin, au lever du soleil, elle entra seule dans l'eau, sans planche, sans but. Elle ferma les yeux, se laissa porter. Et dans cette flottaison silencieuse, elle sentit pour la première fois depuis longtemps la paix. Pas celle qu'on montre sur les photos, celle qui s'installe dans les os, dans le ventre, dans la mémoire. Et c'est là, dans l'étreinte de l'océan, qu'elle décida. Ce n'était pas la fin d'un amour, c'était le commencement d'une vie. Sa vie. Quand une femme revient d'un voyage intérieur, ce n'est jamais dans le silence. Même si elle ne dit rien, tout en elle a changé. Julia rentra d'Hawaï différente, plus lente, plus posée, plus enracinée. Elle n'avait plus besoin de hurler pour être entendue. Elle portait dans son regard une vérité qui dérangeait ceux qui préféraient le contrôle au respect. À peine arrivée, elle ouvrit son téléphone. Des dizaines de messages. James, suppliant, confus, en colère, inversant les rôles. « Tu m'as humiliée. Tu as fui. Tu n'as pas respecté ma famille. » Et plus elle lisait, plus elle sentait son cœur se calmer. Car dans ces phrases, elle retrouvait exactement ce qu'elle avait fui. L'aveuglement, le déni, la manipulation douce. Puis vinrent les messages de sa belle-mère, plus tranchants. « Tu n'as jamais été des nôtres. Tu as brisé mon fils. » Et même une menace à demi voilée. « Tu n'imagines pas ce que tu viens de déclencher. » Julia les lut sans trembler. Car une femme qui a connu l'eau profonde ne craint plus les vagues superficielles. Elle savait. Cette guerre-là n'était pas nouvelle. Elle avait juste enfin décidé de ne plus y participer. La goutte de trop vint quand James envoya sa mère et sa sœur à la maison de ses parents. Elles vinrent avec leur sourire de façade, leur discours de paix, mais aussi leur poison. Elles parlèrent de réconciliation, de valeurs familiales, de faiblesse passagère. Mais tout en elles criait le contrôle. Elle ne voulait aller pas de paix. Elle voulait récupérer l'ancienne Julia, celle qui disait oui, celle qui courbait l'échine. Mais cette Julia-là était morte quelque part entre une vague et une lettre non envoyée. Alors, calmement, elle leur offrit du thé, les regarda droit dans les yeux et leur dit « Je vous souhaite de rencontrer un jour la version de moi que vous avez tenté d'éteindre. Elle est plus forte que jamais. » Puis, elle ouvrit la porte et les laissa partir. Elle appela James le soir même. Sa voix était calme, tranchante. Elle ne cherchait pas à discuter. Elle posait des limites. Elle ne négociait plus l'indispensable. « Je veux un divorce. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. » James resta muet. Il murmura des excuses, tenta quelques phrases attendries. Mais rien ne pénétrait plus. Elle était hors de sa portée. Il essaya de lui rappeler les souvenirs, les voyages, les projets. Mais pour Julia, ces souvenirs étaient devenus des preuves, des témoins silencieux de son propre effacement. Elle n'avait plus besoin d'arguments. Elle avait la paix. Et la paix ne discute pas. Elle s'impose. Elle engagea une avocate, organisa les papiers, sépara les comptes, informa sa famille. Et à chaque étape, elle sentait sa colonne vertébrale se redresser. Ce n'était pas une rupture, c'était une reconstruction. Chaque signature était un acte sacré de retour à soi. Et c'est là, dans le chaos organisé de la fin d'un mariage, que Julia trouva une vérité profonde. Quand on te retire tout ce que tu croyais être, il ne te reste plus que ce que tu es vraiment. Parfois, les réponses qu'on attend ne viennent pas des proches, mais d'une étrangère, qui connaît exactement la même douleur. Quelques jours après avoir enclenché la procédure de divorce, Julia reçut un message inattendu. Une voix du passé. Pan, une femme qu'elle ne connaissait pas vraiment, mais dont le nom avait été évoqué une fois, à demi-mot, par James. Une histoire compliquée, avait-il dit. Julia comprit alors que ce passé avait été volontairement effacé. Le message était simple.
respectueux. Je ne veux pas remuer le couteau, mais je crois qu'il est temps que tu saches que tu n'es pas la seule. Julia, d'abord méfiante, hésita. Mais quelque chose dans le ton de Pan lui sembla familier. Fatigue, lucidité, compassion. Elle répondit. Et une conversation s'ouvrit. Étrangement fluide, sans masque. Pan raconta son histoire. Comment elle avait, elle aussi, cru aux contes de fées. Comment elle s'était adaptée. Comment la famille de James avait lentement pris toute la place. Comment elle avait commencé à se sentir étrangère dans sa propre vie. Comment elle avait été accusée, critiquée, isolée, puis remplacée. Chaque mot de Pan résonnait dans le corps de Julia comme une vérité retrouvée. Ce qu'elle avait ressenti, l'injustice, le doute, la culpabilité, tout cela avait déjà été vécu, validé, documenté par une autre femme. Ce n'était pas une folie, ce n'était pas une faiblesse, c'était un schéma. Elles échangèrent pendant des heures. Des messages longs, des notes vocales, des silences lourds de sens. Pan ne cherchait pas à raviver la haine. Elle voulait juste transmettre, avertir, soutenir. Julia comprit que cette femme, autrefois mise à l'écart comme elle, était une version future de ce qu'elle-même aurait pu devenir, si elle était restée. Pan lui dit une phrase qu'elle n'oublia jamais. Quand on survit à cette forme de trahison féminine, on devient une femme que plus rien ne peut endormir. Et Julia pleura, de soulagement, d'identification, d'avoir enfin une sœur d'âme qui parlait la même langue, celle des cicatrices muettes. Ce lien inattendu devint un miroir, non pas pour ruminer, mais pour guérir, pour comprendre. Et dans cette connexion entre deux femmes blessées, Julia sentit se refermer une plaie invisible. Car la vérité, quand elle est partagée, devient un baume. Elle ne répare pas le passé, mais elle redonne forme à l'avenir. Elles se promirent de se revoir un jour, non pas pour parler de James, mais pour célébrer cette force retrouvée, cette puissance douce qu'on appelle la résilience. Et Julia comprit que même les erreurs de parcours peuvent être des ponts entre femmes qu'on voulait isoler, mais que la vie avait décidé de réunir. Ce soir-là, elle écrivit dans son journal « Je ne suis pas seule, je ne l'ai jamais été, je suis la fin d'un cycle, je suis le début d'une lignée nouvelle. » Et avec cette phrase, une dernière chaîne se brisa. Le retour chez soi ne commence pas par une porte qui s'ouvre, mais par une respiration qui s'approfondit. Quand Julia entra à nouveau dans la maison de ses parents, elle ne porte plus le même poids. Ses pas sont lents, mais ancrés. Sa valise n'est pas lourde. Ce sont ses épaules qui sont plus légères. Car cette fois, elle ne revient pas battue. Elle revient libérée. Sa mère l'accueille avec les bras ouverts. Aucun reproche, aucune question. Juste un regard qui dit « Tu as survécu ». Son père, discret comme toujours, l'embrasse sur le front. Et dans ce geste silencieux, Julia comprend que ce qu'elle vient de traverser ne l'a pas éloignée d'eux. Au contraire, cela l'a rendue plus proche, plus vraie, plus entière. Les premiers jours sont simples. Thé dans le jardin, rires avec Malik, son frère, balades en silence. Rien d'extraordinaire. Mais dans chaque geste banal, elle sent un espace se rouvrir en elle. Celui de l'intuition, celui du plaisir sans condition. Elle redécouvre la beauté du présent. Et ce présent, pour la première fois depuis longtemps, ne demande rien. Elle ressort ses pinceaux, commence à peindre. Pas pour exposer, pas pour publier, juste pour elle. Les couleurs explosent sur la toile comme des cicatrices qui guérissent. Elle peint des femmes debout, des corps couronnés de feu, des silhouettes solitaires mais invincibles. C'est sa manière de parler, de dire « Je suis encore là ». Elle retourne à ses anciens carnets, relit ce qu'elle écrivait avant James, avant le mariage, avant les compromis. Elle y retrouve des rêves qu'elle croyait éteints. Elle décide de reprendre un cours de danse, de méditer chaque matin, de dire non sans se justifier. Ce n'est pas une revanche. C'est une reprise de territoire intérieur. Un après-midi, dans un parc qu'elle aimait petite, elle s'assoit sous un arbre.
ferme les yeux. Le vent joue avec ses cheveux. Elle sent sa respiration. Le sol sous elle. Le ciel au-dessus. Et dans ce calme parfait, une phrase émerge du silence. Tu n'as pas échoué. Tu as été redirigé. Et ce message, elle le reçoit comme un don sacré. Elle n'éprouve plus de haine, pas même de tristesse, juste de la clarté. Elle sait que James continuera son chemin, que d'autres femmes entreront et sortiront de sa vie. Mais elle ne le porte plus. Elle ne le suit plus. Elle a rendu ce fardeau à l'univers. Et ce geste est sa libération ultime. Elle écrit une dernière lettre, non adressée. Juste pour clôturer. Elle la brûle dans un petit bol en argile. Les cendres s'envolent, et avec elles, l'ancienne version d'elle-même. Celle qui acceptait trop. Celle qui espérait à tout prix. Celle qui avait oublié que l'amour commence par soi. Elle sourit plus souvent maintenant. Pas pour plaire, mais parce que son corps, enfin, respire. Parce que sa vérité n'est plus cachée sous des couches de compromis. Parce qu'elle a compris que sa paix n'a pas de prix. Et que tout ce qu'elle a traversé n'était pas une punition, mais un rite de passage. Et c'est là, dans la simplicité d'un après-midi d'automne, que Julia renaît. Pas comme une nouvelle femme, mais comme celle qu'elle a toujours été, enfin retrouvée. Et toi, as-tu déjà été écartée sans un mot, comme si ton amour comptait moins qu'un rituel familial? As-tu déjà cru être choisie, pour finalement découvrir que tu n'étais qu'une silhouette de plus autour d'une table trop pleine? Raconte-moi en commentaire. T'es-tu déjà effacée pour faire plaisir, avant de te rendre compte que c'est toi qui méritais d'être au centre? Ton témoignage peut libérer une autre femme ce soir. Si cette histoire a touché ton âme, abonne-toi maintenant et active la cloche. Parce qu'ici, chaque récit est une main tendue à celle que tu es vraiment. Le prochain récit parle d'une femme que sa propre famille a rejetée, à cause de sa profession. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle allait transformer la honte en force. Clique, ressens, et rappelle-toi. Parfois, c'est en marchant seule qu'une femme redevient entière. Avec tendresse et mystère sacré, cicatrice de l'âme.